That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. En 74, donc, son premier film, son premier long métrage de fiction sort sur les écrans, c'est L'Horloger de Saint-Paul. Et c'est sa première collaboration avec ce grand acteur qui était Philippe Noiret. Et il y aura d'autres occasions, d'autres opportunités aussi. Vous aviez un petit peu évoqué ce film. C'est un succès en tout cas. Je crois qu'il fait le million d'entrées en France. Et comme vous le disiez, c'est son premier film, en tout cas, aujourd'hui, quand on revoit son premier film, on y voit tout le cinéma de Tavernier. Aujourd'hui, en 2021, en le revoyant, qu'est-ce que vous en pensez de ce film-là? Bah, j'en pense beaucoup de bien. Ouais. C'est un film que je trouve vraiment intéressant. Bon, pour plusieurs raisons. Déjà, au-delà du film, le fait de tendre la main à Orange et Bost, qui était blacklisté par la critique de cinéma et par la profession, en fait, en raison notamment de l'influence assez délétère de cet article de François Truffaut, une certaine tendance du cinéma français. Un article qui leur a fait beaucoup de mal, qui a conduit à les rendre passés de mode. Et Tavernier, qui a à peine 30 ans, leur tend la main et se dit moi je vais faire un film avec eux parce que je trouve que dans leur scénario il y avait des choses qui étaient assez modernes en fait, dans des films qui ont pu parfois c'est vrai mal vieillir, mais plutôt pour des raisons liées à la mise en scène que au scénario, qui avait beaucoup d'audace selon lui. Et donc déjà, je trouve qu'il y a un geste qui est assez courageux. Il faut se remettre dans la perspective de l'époque. Tavernier est très jeune, enfin relativement jeune. Personne, à la fois la profession l'attend au tournant, mais personne ne lui facilite les choses. C'est pas parce qu'il était critique, attaché de presse, etc. Comme il disait, tout le monde était bien content de l'avoir casé comme attaché de presse. Ça ne voulait pas du tout dire que ça lui facilitait la vie pour devenir cinéaste. Il a eu le plus grand mal à monter ce film. Il s'est fait humilier par toute une partie de la profession et des producteurs qui lui ont rayonné, lui ont dit ce sujet on n'y croit pas, Orange et Bost même pas en rêve, etc. Et Tavernier a eu le courage de faire ce film-là comme il le souhaitait, avec ce duo de scénaristes, et de faire un film qui je trouve est vraiment intéressant à revoir aujourd'hui parce qu'il va capter comme cela l'atmosphère de la France post-mai 68. On a évoqué tout à l'heure la manière dont il débutait avec ce cadavre de voiture en flammes, et en même temps, cette voiture enflammée, elle est vue depuis le point de vue du jeune enfant. Donc, on arrive dans un train et on voit une jeune enfant qui regarde par la vitre cette voiture, et c'est la fille de Tavernier, donc c'est Tiffany Tavernier. Et on retrouve ici plusieurs motifs qui vont traverser ensuite la filmographie. Donc l'hommage aux frères Lumière, puisque le fait de commencer par un plan sur une locomotive en mouvement, on a beaucoup d'ailleurs un plan assez dans l'esthétique Lumière, avec une forte profondeur de champ, etc. On retrouvera ça aussi dans Un dimanche à la campagne et dans d'autres films. Donc on est dans une tradition qui vise à montrer le monde au monde, comme disait Tavernier à propos des Lumières. Et déjà, L'Horloger de Saint-Paul s'inscrit dans cette tradition-là et le fait sur la France de mai 68, à travers aussi un regard qui se veut un petit peu en lien avec un regard d'enfant, en tout cas en lien avec une certaine jeunesse, une certaine fraîcheur dans le regard. Et je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans ce film. Malgré le fait qu'il ait été écrit avec des scénaristes qui étaient assez âgés à l'époque, en fait, c'est un film assez jeune d'esprit, un film qui va nous emmener finalement assez loin des conventions de l'époque. Alors c'est vrai qu'on est dans une adaptation de Simenon, etc., mais qui est quand même très différent de ce qui pouvait se faire en termes d'adaptation de Simenon. Tavernier va quand même oser le pari aussi de transposer une intrigue qui était située aux États-Unis dans son Lyon natal, avec une manière de filmer la ville. Donc encore une fois, on est au tournant des années 1970, avec tout le climat sociopolitique de l'époque. On est encore dans une France qui est travaillée par la guerre d'Algérie, survenue très peu de temps encore auparavant. Ça va avoir une incidence fondamentale sur l'intrigue du film, que je ne résume pas, mais pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu,
Ça raconte la manière dont voilà, un père, interprété par Philippe Noiret, apprend voilà, dans 20 minutes de film que son fils a commis un délit, un meurtre, en l'occurrence, et on ne va pas nous dire pourquoi de manière affichée. Hein. C'est un film qui semble épouser un peu les codes du film policier au départ et qui en fait pas vraiment. Hein. Il va plutôt s'intéresser à des moments intimes, à des moments d'émotion et à prendre un peu la température de cette France de l'époque. Et on va découvrir peu à peu, encore une fois, sans que ce soit ostentatoire, sans que ce soit affiché, que les raisons qui ont poussé à ce geste, ils sont enracinés dans une France qui n'a pas encore tout à fait digéré un événement comme la guerre d'Algérie. Mais ça, la guerre d'Algérie, c'est vraiment quelque chose qui émaille comme ça de temps en temps sa filmographie. C'est un aspect qui en tout cas, a beaucoup d'intérêt chez Tavernier. Il en a même fait un documentaire extraordinaire qui s'appelle La guerre sans nom. Ouais, au-delà de la guerre d'Algérie, il y a la guerre d'Algérie et plus globalement, il y a l'héritage colonial de la France. Ouais. Quoi. Ça, c'est une obsession aussi, on n'en a pas parlé encore, c'est vrai, de Tavernier. Tous les films qu'il a réalisés, que ce soit des fictions, des documentaires, des films historiques ou contemporains, contiennent au moins une allusion au passé colonial de la France. Et souvent, c'est vrai, en référence à la guerre d'Algérie. Donc, on le découvre très bien dans l'horloger de Saint-Paul, dans une très belle scène, où justement, on apprend que l'individu qui a été tué par son fils était un ancien para. Donc, on y fait le lien. Juste après, il fait le juge et l'assassin, qui là, pour le coup, est un film qui se déroule non pas à l'époque où le film est fait, c'était en 75-76, si je ne me trompe pas, Le juge et l'assassin, mais un film qui se passe au 19e siècle, qui reprend en plus une affaire importante, une affaire Vacher, et qui est une espèce de... Alors, je ne me souviens plus si c'était avant ou après Jack l'Éventreur. Je crois que c'est avant Jack l'Éventreur, ou alors peut-être pendant la période. En tout cas, c'est une espèce de Jack l'Éventreur qui sème la zizanie, entre parenthèses, dans les campagnes de France. C'est joué, ce personnage est joué par Michel Serrault. D'ailleurs, vous l'aviez évoqué au début de l'entretien. Et il y a un juge, donc le juge, c'est Philippe Noiret. Et il y a toute une histoire comme ça. Pardon ? Michel Galabru. Oui, Michel Galabru, c'est l'assassin et Philippe Noiret, c'est le juge. Voilà, vous avez dit. J'ai confondu. J'ai confondu. Bon, il y avait les acteurs, il fallait juste... Et puis, il y a Jean-Claude Brialy aussi qui joue aussi dans ce film. Quelle résonance le juge et l'assassin avait à l'époque pour la société des années 70 ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y aurait comme résonance, selon vous ? Alors, des résonances assez fortes, hein, puisque, alors déjà, à l'époque, comme aujourd'hui, hein, on est toujours un peu dans une nostalgie de la belle époque, pour reprendre cette expression, hein, ce chrononyme. Le 19e siècle, la belle époque, c'est quelque chose qu'on fantasme comme voilà, une période où voilà, la vie aurait été plus belle, la vie aurait été plus douce, etc. Et Tavernier, nous montre quand même un visage assez différent, hein. Une France qui est singulièrement voilà, traversée par toutes sortes de conflits politiques, toutes sortes de violences et déjà d'institutions oppressives, hein, qui vont ensuite continuer finalement à structurer la société française contemporaine. Donc la manière dont il va montrer voilà, comment fonctionne la justice, comment fonctionne l'armée, comment fonctionne voilà, l'hôpital, etc. À l'époque, ça a une résonance encore jusqu'à aujourd'hui. En particulier pour la justice, hein, si on regarde la manière dont le juge, donc bourgeois, interprété par Philippe Noiret, donc dans une performance qui est très différente, hein, de celle qu'il avait pu livrer pour l'horloger. La manière dont il va coincer l'assassin interprété par Michel Galabru, qui lui aussi livre une composition étonnante, hein, un personnage assez complexe, qui, voilà, on comprend que ces pulsions meurtrières, en fait, hein, sont à relier à une aliénation de classe. On retrouve la question sociale ici de son cinéma, sont reliés aussi évidemment à son passé de soldat, hein, et à son expérience de la guerre. La manière dont le juge va coincer l'assassin, à l'époque, il y a au moment de la sortie du film, il y a un juge qui lui avait demandé mais comment vous avez eu accès au dossier de telle affaire, au dossier de l'affaire Bontemps, qui avait
défrayé la chronique à l'époque. Et Tavernier lui a dit, mais je n'ai pas du tout eu accès à ce dossier. Et le juge d'instruction en question lui avait dit, c'est étonnant parce que vous avez la manière dont le juge coince en fait l'assassin, c'est exactement la manière dont un juge d'instruction à l'époque avait coincé ce criminel. Donc, on retrouve dans les procédures, dans les manières de faire, qui sont tout de même parfois à la limite de la manipulation, hein, les techniques en fait employées par le juge sont des techniques qui sont assez peu éthiques, et on peut assez fortement faire le parallèle avec la manière dont parfois peut fonctionner encore l'institution judiciaire aujourd'hui. Et puis surtout, ce qui rend le film très contemporain encore aujourd'hui, et précisément d'ailleurs, c'est finalement le discours qui est porté sur une institution qui va se prétendre capable de juger un fou criminel. Et encore aujourd'hui, là, avec la réforme de la justice qui se prépare, on voit que le thème de la folie criminelle revient sur la table. Comment doit-on juger les fous criminels? Le fait que Tavernier ait réalisé ce film en 1976 le rend encore extrêmement contemporain, je trouve, aujourd'hui. Et puis la mise en scène dans ce film est très brutale, je trouve, comme on pouvait aussi l'avoir, comme on peut le trouver dans l'Angers de Saint-Paul. Il y a une espèce de sécheresse plutôt dans l'Angers de Saint-Paul. Et dans la mise en scène, dans le juge, il y a plutôt une forme de brutalité, comme ça, c'est très très cru, qui sera complètement différent de Coup torchant, parce que c'est peut-être aussi une farce. Et puis il y a la musique de Philippe Sard qui est assez particulière aussi. Et je trouve que les films qu'il fait dans les années 70 sont, même aussi avec que La Fête commence peut-être, il y a quand même une espèce de sécheresse dans sa manière de capter l'instantané, de capter le présent. C'est très très brut. Il n'y a pas de fioriture. Il y a une poésie qui s'en dégage, certes, mais ça serait une poésie un peu dure. Voilà, j'ai l'impression que dans ces films-là, il y a une forme pas de brutalité, oui, de mise en scène très très brute. Ouais, mais je pense que c'est à relier vraiment au fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, les orientations stylistiques de chaque film, elles sont déterminées par rapport à ce que le film veut dire. Et là, ça va répondre aussi un peu va continuer de répondre à votre question sur les liens, la résonance de ce film dans le contexte de l'époque, etc. Parce que, on est en 1975, donc là, on est sous Giscard, je crois. On est dans une période quand même assez conservatrice. Tavernier fait le portrait d'une époque, le 19e siècle, la soi-disant belle époque. Il fait le portrait d'une bourgeoisie patriarcale, anti-dreyfusarde, qui est tentée par le souvenir de la commune et la crainte des aspirations révolutionnaires, qui est soucieuse de préserver à tout prix ses privilèges, son autorité, sa domination sociale, y compris donc, par les violences les plus cruelles et les plus injustifiables. Et de ce point de vue-là, le parallèle avec le contexte de réalisation du film, il se fait de lui-même à une époque où on s'interroge, par exemple, sur la psychiatrie comme instrument de contrôle social, à une époque où on débat de la peine de mort et, encore une fois, de la responsabilité mentale, où on s'interroge sur la violence d'institutions comme l'école, l'église ou le système judiciaire. Donc la dureté, pour moi, c'est à la fois finalement la manière de réaliser un portrait sans concession de cette époque, justement dans ce qu'elle avait d'extrêmement dur, mais aussi de renvoyer un peu un miroir à l'époque où est réalisé le film, qui est une époque également assez dure. On a parfois aujourd'hui des films qui se disent nostalgiques des années 70, comme si c'était justement une époque où on était plus libre, certaines choses sur le plan politique ou sur le plan des relations hommes-femmes, etc. Quand on voit le miroir qui est tendu par Tavernier en 76, en fait, on comprend justement, je pense, cette dureté, quoi. Il y a l'idée de faire un portrait qui, quelque part assez juste, d'une société qui, au lendemain de mai 68, en fait, ne s'est pas orientée vers un chemin progressiste comme elle aurait pu le faire et comme on avait l'espoir peut-être qu'elle se fasse. Donc Le Juge et l'Assassin, c'est un film qui porte aussi, avec une certaine douleur finalement, la sensation des aspirations avortées de mai 68. Et c'est peut-être ça qui explique le sentiment de dureté dont vous parlez, à mon avis.
Coup de torchon arrive en 81, et là on est toujours dans un scénario de Orange d'ailleurs, et avec Tavernier, et adapté d'un bouquin de Jim Thompson. Et là, on est vraiment dans autre chose, dans une farce complètement avec comme cadre l'Afrique colonialiste français du début du XXe siècle. Et là, c'est une autre manière de questionner de la part de Tavernier. C'est une autre forme de mise en scène, comme vous l'évoquez. On est vraiment dans une farce et qui va progressivement sombrer dans la tragédie. Il y a une scène que je trouve extraordinaire, qui pour le coup est vraiment représentative du film. C'est la scène où Noiret demande à Marielle et à Gérard Hernandez de leur chanter là une chanson. Et ils sont tous les deux les pieds dans l'eau, il fait nuit, il a un fusil sur eux, et il leur dit de chanter une certaine chanson, sinon il les tue. Alors il y a les acteurs, comme vous l'avez dit, Tavernier est amoureux des acteurs et ça se voit. Il y a des personnages qui sont assez bien peaufinés, et puis il se passe un truc assez surréaliste, et là le film sombre dans quelque chose qui sera après l'apanage du film. C'est un film très particulier. Il est très étonnant, Coup de torchon. Quand on le revoit aujourd'hui, il reste encore très étonnant. En fait, voilà, Coup de torchon, quand même, je trouve une certaine audace. Et on parlait tout à l'heure de l'écriture scénaristique de Jean Orange ou avec Jean Orange, qui n'est pas si académique qu'on peut le penser. Et là, on est quand même dans un scénario qui nous refuse un petit peu tous les plaisirs qu'on est censé attendre voilà, d'un film historique. Tous les plaisirs qu'on est censé attendre d'un récit, voilà, a priori agréable ou facile à suivre, hein, pour nous emmener dans une histoire qui est quand même faite de discontinuité narrative, de moments allégoriques teintés d'interrogations métaphysiques, de scènes d'une violence rarement vue dans le cinéma français. Et là aussi, de choses qui font quand même écho, voilà, à la société de l'époque, ou même encore à celle d'aujourd'hui. On nous présente parfois encore aujourd'hui la colonisation comme un partage de culture, une mission civilisatrice, etc. Voilà, quand on voit ce film, on a quand même un autre point de vue, et on est amené à reconsidérer un peu la question de l'héritage colonial français. Et d'ailleurs, c'est un film. Comment le film a été reçu à l'époque par la critique et par le public aussi? Honnêtement, là, je me rappelle plus très bien pour ce film. Je sais qu'aujourd'hui, il est considéré comme un des meilleurs films de Tavernier. On lui reconnaît finalement l'audace dont on a discuté. C'est quand même assez possible qu'à l'époque, il ait fortement divisé la critique. Ce serait quand même à vérifier. Hein. Je suis désolé de ne pas pouvoir être plus assuré. Mais on a quand même souvent des films, surtout les films historiques, qui ont suscité des réactions très contrastées. Donc ça, c'est quand même aussi une particularité du cinéma de Tavernier, c'est que, sauf rares exceptions, on parlera ensuite d'un Dimanche qui a connu une réception plutôt favorable, mais la plupart des films ont quand même reçu des réceptions très contrastées. Et je ne suis pas sûr que Coup de torchon ait été du goût de tout le monde. Je crois qu'il y a une certaine partie de la critique qui lui a reproché surtout sa manière le scénario en film, finalement. Si je me souviens bien, je veux dire, si je me souviens des lectures que j'ai pu lire il y a quelques années, c'est vrai que Coup de torchon n'avait pas été plus ou moins bien accueilli par. Plus tard, il fait Un Dimanche à la campagne, et là, on en a parlé un peu au début de cette émission. Avec ce film qui est vraiment très très particulier dans la filmographie de Tavernier, vraiment très très particulier. Moi, j'aime beaucoup l'idée que c'est un film. Il y a un moment dans ce film, pratiquement vers la fin, Irène, jouée par Sabine Amezema, et Monsieur l'Admiral se retrouvent tous les deux dans une espèce de guinguette sur les bords de la Marne, je crois, enfin, pas d'un fleuve en tout cas. C'est très renoirien comme situation, voilà. Et même c'est un peu surjoué, les gens qui sont autour d'Irène et l'Admiral, je trouve. Mais je m'en fous, on s'en fout un peu. Parce que le plus important, c'est ce qui va être dit à ce moment-là. Et ils sont tous les deux, et Irène insiste beaucoup auprès de son père pour reprendre la peinture, pour continuer, pour vendre, pour tout cela. Et lui, il dit quelque chose qui m'avait marqué à l'époque, et continue encore de me marquer. Il dit en gros que il sait qu'il n'a pas fait de la bonne peinture, il sait que c'est pas un grand artiste reconnu comme toutes ces personnes dont il s'est inspiré, mais il sait qu'il l'a fait avec honnêteté.
quelque chose comme ça. C'est un peu dans l'esprit, dans le souvenir que j'ai. Et je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de penser à Tavernier, cinéaste, à tous ces films qu'il a réalisés, même ceux qu'il a réalisés après. Donc ça veut dire qu'il y a une forme d'anachronisme. Mais je trouve que ce que dit à ce moment-là l'admiral pourrait, je pense à Tavernier, à sa manière de voir le cinéma et à sa manière de se pencher en tant. Je trouve que c'est un très très beau film sur la notion d'artiste, ce que c'est qu'être artiste, ce que c'est qu'être intègre et être artiste en même temps. Ouais, ouais, effectivement. Alors bon, c'est un film où il y a une séquence, c'est la séquence la plus complexe du film. Il y aurait beaucoup de choses à en dire et il faudrait revoir les dialogues précisément parce qu'effectivement, ce qui est dit importe beaucoup. Mais notamment, donc il y a cette discussion dans la guinguette. Irène lui montre en fait l'activité, alors un peu surjouée, mais là je pense que c'est volontaire. Peut-être qu'on en reparlera. Elle lui dit, c'est ça que tu aurais dû continuer à peindre. Parce que dans le film, en fait, c'est amené discrètement, mais il y a l'idée que l'admiral peignait d'une certaine manière au départ, et ensuite, notamment parce que voilà, il a voulu devenir un peintre un peu installé, vendre ses toiles un peu plus chères, etc. Il s'est mis à tourner un peu le dos à sa sensibilité première. Sa sensibilité de jeune artiste, sa sensibilité d'enfant même, le film suggère. On retrouve là cette relation à l'enfance. Irène essaye de le reconnecter un peu avec ça dans le film. Bref, l'admiral, lui, dit quelque chose comme si j'avais imité l'originalité des autres, sous-entendu des peintres impressionnistes ou cubistes, voilà. Si j'avais imité Monet, Manet, Renoir, etc. Je me rappelle, il dit je serais devenu encore moins original. J'aurais perdu ma petite musique. Et je suis d'accord, on peut voilà, faire le parallèle, en tout cas de ce point de vue-là, par rapport à la petite musique, effectivement, de Tavernier, qu'il a toujours voulu cultiver à l'écart des modes, à l'écart aussi des propositions des producteurs, puisque après, après que la fête commence, on lui a reproposé des scénarios sur la Régence, et il a dit maintenant ça m'intéresse pas. Après l'Horloger de Saint-Paul, on lui a reproposé des adaptations de Simenon, il a dit mais non, moi je veux partir dans une autre direction. Et c'était ça sa petite musique, Tavernier, finalement, c'était rester fidèle à ce que lui, à ce qu'il animait, aux directions où il avait envie de partir. Donc de ce point de vue-là, on peut faire le parallèle. Maintenant, l'interprétation, le parallèle entre l'admiral et Tavernier, on ne peut pas le faire à 100% non plus à l'échelle du film, parce que il y a justement des choses dans le parcours de l'admiral par rapport auxquelles Tavernier s'oppose davantage. Par exemple, le fait qu'à un moment l'admiral se soit tellement un peu répété et presque encrouté dans sa manière, il s'est mis à peindre et à repeindre un peu toujours le même coin d'atelier, hein, ce qui donne lieu à des séquences que je trouve à la fois bouleversantes et très drôles, très sensibles. Là, c'est quelque chose contre quoi Tavernier précisément se définit, c'est ne jamais repeindre le même coin d'atelier. Et pour le coup, il est davantage proche de la sensibilité d'Irène, ou en tout cas, il se voulait davantage proche de la sensibilité d'Irène, qui voilà, va être portée par voilà, un élan de curiosité, etc. Donc, où se situe Tavernier finalement dans la relation entre ces deux personnages? Pas d'un seul côté, hein, mais vraiment dans une position assez unique. Et voilà, moi je vous rejoins tout à fait, hein, ce film, et en particulier cette séquence où énormément de choses très sensibles en fait sont dites. Ça illustre la complexité souterraine du cinéma de Tavernier qui au premier abord a l'air voilà, assez simple. Surtout ce film, je vous disais qu'il avait reçu un très bon accueil critique, mais paradoxalement, on n'a pas vu la complexité de ce film dans la réception à l'époque, ou très peu. On a eu l'impression d'avoir affaire à un simple exercice de style, comme si Tavernier voilà, avait un peu tourné le dos à ses ambitions de faire des grandes fresques historiques comme Coup de torchon ou comme Le Juge et l'Assassin, comme s'il avait simplement voulu se faire plaisir et nous emmener dans une balade champêtre à la Renoir, etc. Sauf qu'en fait, il y a une réelle profondeur dans ce film qui est sensible au niveau esthétique d'abord, puisque le film
renoue avec les autochromes lumière, donc le premier procédé de photographie couleur disponible avant la Grande Guerre, qui a été inventé par les frères Lumière, qui produit une image qui est à l'inverse de la peinture impressionniste, contrairement à ce que la critique a pu dire. Après, on ne peut pas non plus trop leur en vouloir. Hein. C'est vrai que quand on voit arriver au cinéma en 1984 un film qui nous propose de passer un dimanche à la campagne, on pense automatiquement à Renoir, en particulier dans la scène de la guinguette, d'autant que son nom y est mentionné. Pour autant, l'esthétique, en réalité, de ce film, elle va un peu à l'opposé de la peinture impressionniste. Elle va se rattacher, moi j'ai l'impression, elle se rattache à une sorte de généalogie de la modernité picturale, photographique et cinématographique. Tavernier, en fait, relie l'esthétique du film à plusieurs traditions qu'il a tenté de revitaliser. Donc il y a celle des autochromes, qui est quand même un pari assez étonnant, hein, de retrouver cette teinte particulière qui désature les couleurs et qui a posé énormément de problèmes, évidemment, pour réaliser un film qui est en grande partie tourné en décor extérieur, et même dans les scènes d'intérieur, hein, il y a très peu, voire pas du tout, d'intérieur clos, donc il y a toujours la lumière du jour qui rentre, ce qui fait qu'il y avait 4-5 heures de tournage par jour uniquement, de possible. Hein. On devait vraiment faire attention à garder une homogénéité en termes visuels. Et au niveau de la peinture, hein, pour continuer brièvement sur le thème, hein, opposition à l'impressionnisme, et on se dirige plus vers la peinture lyonnaise, donc l'école lyonnaise de peinture, qui renvoie à des peintres qu'on disait aussi du juste milieu, donc des peintres qui avaient un pied dans une forme de classicisme, un pied dans une forme de modernité, qui parfois ont été précurseurs de la modernité de Monet, de Manet, etc., mais qui ont été oubliés de l'histoire de la peinture. C'est Baudelaire, par exemple, qui a écrit des textes assez assassins, hein, sur cette peinture, parce que justement, ils se situaient ni dans une case ni dans l'autre. Donc on les a accusés d'être, on leur a reproché de ne pas être assez modernes, et en même temps, ils n'ont pas eu de reconnaissance à la hauteur des peintres pompiers ou des peintres institutionnels ou des peintres classiques qui ont été dominants pendant un certain nombre d'années dans le système des beaux-arts de l'époque. Et on retrouve un peu à travers cela le goût de Tavernier pour des figures un peu oubliées de l'histoire qui ne rentrent pas tout à fait dans les cases. Et là aussi, je pense que Tavernier se sent bien en fait dans des expérimentations artistiques qui ne rentrent pas tout à fait dans les cases. On retrouve le lien avec l'enfance à travers cela, hein, puisque évidemment la peinture lyonnaise, ça le relie évidemment à ses racines autour de la ville de Lyon. Et il y a un discours vraiment intéressant quand on regarde bien les toiles de l'Admiral dans ce film. C'est pas toutes des croûtes ou des toiles ampoulées, etc. En fait, il y a certaines toiles, hein, donc, qui ont été trouvées à la galerie Le Lutrin à Lyon, qui étaient réalisées par les meilleurs peintres de l'école lyonnaise de peinture, et certains peintres qui, aujourd'hui, sont plutôt considérés par les spécialistes comme des précurseurs de la modernité picturale. Et en fait, ça rattache l'Admiral à un héritage pictural qui est, encore une fois, pas si démodé que ça, ou pas si inintéressant que cela. Simplement, ce que le film, ce qu'Irène l'encourage à faire, ce que le film l'encourage à faire, c'est à renouer finalement avec cette sensibilité première qu'il avait, qui caractérisait ses premières toiles, une sorte d'élan un petit peu pré-moderne, qu'il a ensuite abandonné, mais pour des raisons plus un peu opportunistes ou un peu commerciales, parce que en tant que peintre, il y a un moment où il a suivi un peu les modes pour se faire une situation, obtenir la rosette qu'il porte à sa veste noire, etc. Ça fait partie des petits détails, pardon, je vous coupe, mais qui... Je vous en prie. Quand on voit le film, si vous nous écoutez et que vous regardez le film, soyez attentifs et attentives vraiment à la colorimétrie, à la texture visuelle. Il y a des contrastes très forts qui vont rejaillir dans le film grâce à cet usage à cette esthétique qui va essayer de retrouver les teintes des autochromes lumière, en particulier des contrastes entre le noir et le blanc, et certaines couleurs comme le vert et le rouge qui vont rejaillir, hein, tandis que d'autres couleurs vont vraiment être complètement désaturées. Et le rouge en particulier, hein, le
petit bouton rouge qui symbolise la rosette de l'admiral, en fait, on le voit à chaque plan du film. Et ça le renvoie aussi à toute une galerie de peintres qui sont pas uniquement des peintres classiques. Il y a des peintres aussi modernes qui ont pu obtenir la rosette. Donc il y a plein de détails comme ça, comme les détails vestimentaires de l'admiral, qui a un côté un peu dandy à la Manet, par exemple, qui s'est aussi inspiré de l'apparence vestimentaire de Caillebotte, etc. En fait, c'est plein de petites touches avec lesquelles Tavernier a essayé de construire son personnage comme étant assez ouvert, en fait, comme quelqu'un qui a pu appartenir dans sa jeunesse à justement pas forcément à une école identifiée, et pas forcément à la peinture pompier ou à la peinture académique, mais à une sensibilité ouverte en fait sur le plan pictural, sur le plan artistique, sur le plan intellectuel. Et ce n'est que plus tard que peut-être il a cédé à la facilité. D'ailleurs, là aussi, il y aurait peut-être un élément biographique, parce que Tavernier reprochait à son propre père, après avoir été un poète extrêmement talentueux, extrêmement inventif, après avoir été un artiste engagé aussi dans la Résistance. Mais c'était, selon Bertrand Tavernier, il était devenu trop enclin à faire des choses indignes de son talent. Donc, il y a peut-être aussi une manière de s'adresser à son père aussi à travers ce film. Il y a comme ça dans sa filmographie c'est pas forcément visible dans tous ses films, mais il y a comme ça des thèmes qui reviennent souvent. On en a parlé, il y a la guerre d'Algérie comme décor, les répercussions de la guerre d'Algérie. D'ailleurs, on va parler de la guerre sans nom là tout de suite. Il y a cela, mais il y a aussi surtout la relation père-fils qui est assez importante dans certains des films, et même parfois qui est là en tant que décor. Par exemple, je pense à un film comme L'Appât. L'Appât, ça pourrait être aussi le regard d'un cinéaste, certes, mais aussi d'un père sur une forme de jeunesse, qui se pose des questions aussi sur la transmission. Ça parle aussi un peu de cela. Est-ce que, dans la filmographie de Tavernier, parfois chez certains cinéastes, on dit souvent, il y a un film chez tel cinéaste, il y aura un avant et un après. Après ce film, il s'est passé quelque chose. Je sais pas, moi, je pourrais donner un exemple. Par exemple, pour Jean-Luc Godard, on a souvent dit, après Le Mépris, les choses ont changé chez Godard. Il avait raconté un peu la mort de l'histoire du cinéma, je sais pas quoi. Il y a des choses comme ça. Est-ce que chez Tavernier, est-ce qu'on peut dire que dans la filmographie de Tavernier, il y a eu un film, et à partir de ce film, les choses ont changé? Je suis pas sûr. Pour moi, Un dimanche à la campagne représente un peu l'aboutissement de ses recherches, de ses expérimentations. C'est un film qu'il rêvait de faire, et il a pu dire, en interview, effectivement, ce film, je l'ai rêvé, et maintenant que je l'ai fait, je peux mourir heureux. Je pense secrètement que c'était peut-être le film auquel il était le plus attaché, ou un des films auxquels il était le plus attaché. Après, vous dire, à partir de là, il y a quelque chose qui a changé, etc., c'est compliqué, parce qu'ensuite, il s'est renouvelé aussi de différentes manières. Par contre, par rapport au statut de Tavernier, à sa place, la manière dont il a pu être considéré, ça va nous faire peut-être une transition, mais le film qui a changé quelque chose, je pense que c'est La guerre sans nom. Et c'est aussi un film qui a changé quelque chose sur la manière dont on perçoit la guerre d'Algérie, et dont on a commencé à évoquer la mémoire de la guerre d'Algérie. Donc, si vous voulez, on peut évoquer ce film maintenant. Allez-y, avec plaisir même. C'est un film qui date de 92 et qui a cette particularité. C'est un documentaire, c'est un non-documentaire passionnant sur le verbe, sur la parole. Et ça, c'est tout simplement Tavernier filme des personnes qui ont vécu cette guerre. Et qui a été pendant de très longues années qu'on a appelé la guerre sans nom, parce qu'à l'époque, certains disaient que c'est une guerre, et d'autres disaient, j'ai plus le terme exact, mais en tout cas, c'était autre. Je sais plus, j'ai plus le terme exact. Les événements, voilà, c'est ça. C'était les événements d'Algérie. C'est une guerre qui a du temps à être nommée, c'est une des choses sur lesquelles Tavernier met le doigt, mais derrière la guerre sans nom, finalement, il y a les souffrances sans nom, qui sont celles des anciens appelés, qui ont interviewé pendant environ 4 heures. Donc c'est vraiment un documentaire au long cours, qui a plusieurs singularités, qui est important à vraiment plusieurs titres. Donc on est dans une époque où
finalement, la guerre d'Algérie reste un sujet tabou, où les responsables politiques ont une connaissance, comme plusieurs le reconnaîtront à l'époque en discutant avec Tavernier, ont une connaissance assez vague en fait de la réalité des événements, et une époque où en fait la parole n'a toujours pas été libérée. Les anciens appelés que Tavernier va interviewé, donc qu'il a recruté aux environs de la région de Grenoble, étaient des gens qui ne s'étaient jamais exprimés sur le sujet, le plus souvent, même auprès de leur famille ou de leurs proches. En fait, ça signifie qu'ils gardaient en eux des sensations, des expériences, des douleurs, évidemment beaucoup de choses, des formes de culpabilité, bon, beaucoup de choses avec lesquelles ils avaient du mal finalement à composer et à continuer à se regarder dans la glace, hein, parfois, hein, quand on regarde le documentaire. Vous avez des anciens appelés qui assument pleinement ce qu'ils ont pu faire, ou voilà, qui vous disent si c'était à refaire. Enfin voilà, j'ai été appelé en Algérie, je suis allé combattre, j'ai fait mon devoir. Bon, il y a toutes sortes de paroles, en fait, c'est aussi un des intérêts du film, d'éviter tout manichéisme, et vraiment de redonner, de permettre à cette parole de lui donner à s'exprimer, en fait. Hein. Donc ça induit un certain nombre de partis pris sur lesquels on peut s'arrêter un instant, parce que on a expliqué tout à l'heure que chaque film de Tavernier, il y avait des orientations précises, et en fait, je pense que vraiment à chaque fois, et particulièrement pour les documentaires, il va se poser des questions éthiques et il va se dire, voilà, là, j'aborde un sujet qui est quand même douloureux, donc il faut que je me fixe un certain nombre de règles. Et la première chose, donc, c'est l'ancrage local. C'est moins un film sur la guerre d'Algérie qu'un film sur les anciens appelés, et plus précisément sur une quarantaine de personnes, je crois, qui interviennent dans le documentaire, qui sont des personnes que Tavernier a recrutées donc à Grenoble. En fait, il a eu l'idée de regarder dans quelle ville il y avait eu les plus grandes manifestations contre la guerre d'Algérie, donc dans la seconde moitié des années 50. Il a vu que c'était à Grenoble et à Caen, et il est parti à Grenoble, voilà, en rapport avec ses ascendances lyonnaises. Et il a choisi ce parti pris, finalement. On retrouve un peu cette figure du travelling arrière, prendre un point de détail, et puis à travers ce point très précis, finalement, évidemment, on va avoir un point de vue, enfin plusieurs points de vue, une vision qui est partielle, hein, bien sûr, de la guerre d'Algérie, mais un film qui ne prétend pas en restituer la totalité, mais à travers un point précis, nous faire partager en fait ce qu'il y a dans la tête de tous ces gens, de tous ces anciens soldats depuis des années. Donc ça, c'est la grande force de ce film, qui s'appuie sur des critères, des partis pris éthiques solides, je trouve, qui font référence un peu en matière de documentaire. Quand on l'interrogeait sur les partis pris de ce film, Tavernier disait, il y a le respect de la personne humaine, l'absence de manipulation des témoignages, le refus du sensationnel, le refus de l'hyperdramatisation. Donc ça, quand on voit de nombreux documentaires aujourd'hui, ce serait aussi quelque chose peut-être à méditer. Le refus d'images d'archives autres que des photographies prises par les anciens appelés lors de leur prise de fonction en Algérie. Le refus de toute parole institutionnelle, autorisée, historienne. On n'a pas de politique, on n'a pas de spécialistes qui interviennent. On a uniquement les paroles des appelés, qui, encore une fois, sont des gens qui n'avaient jamais témoigné jusque-là. Donc, le but du film n'était pas du tout de faire une histoire exhaustive de la guerre d'Algérie, mais de rentrer à l'intérieur de leur esprit, de ces appelés-là, et de permettre à une parole qui était tue jusqu'ici d'être libérée, en quelque sorte. D'accord. La guerre sans nom, c'est vrai que c'est un film qui, si vous avez l'occasion, si un jour vous tombez sur ce film-là, regardez-le, parce que c'est vraiment quelque chose de très, très particulier. L627 réalisé... Alors, j'avais oublié de dire quelque chose de très important concernant Un dimanche à la campagne. On n'arrête pas de revenir toujours à Un dimanche à la campagne. En plus, c'est très fordien comme film, et on dit souvent de John Ford que on revient toujours au cinéma de John Ford, donc on revient toujours à Un dimanche à la campagne. J'aime bien l'ouverture d'Un dimanche à la campagne parce que ça fait penser à La prisonnière du désert. C'est un moment fascinant. C'est une adaptation d'un roman de Pierre Bost,
Monsieur l'admiral va bientôt mourir. Et si on doit aussi comprendre Tavernier, et on l'a fait, on a beaucoup discuté, c'est d'essayer de comprendre aussi par le prisme de Orange et Bost. C'est quelque chose, enfin, c'est deux personnes qui sont très importantes. Et ça, je voulais le préciser pour Un dimanche à la campagne, c'est une adaptation d'un bouquin de Pierre Bost, Monsieur l'admiral va bientôt mourir. Voilà, je referme la parenthèse. L627, on en a un peu parlé au début de l'émission. C'est un film qui est sorti en septembre 92, qui a été scénarisé avec Michel Alexandre, et qui était un scénariste, mais aussi un ancien flic, si je me trompe pas, enfin quelqu'un qui a travaillé en tout cas dans la police. Et c'est un film assez particulier, L627, parce que en 92, moi j'avais 16-17 ans, et je me souviens très bien de l'avoir vu au cinéma et d'avoir été frappé. Bon, j'avais pas les mots pour les dire, mais je pense que ce qui m'avait frappé, c'était le fait que j'avais cette impression d'être dans la même pièce avec eux, tellement que c'était réaliste. Et beaucoup plus tard, quand on s'intéresse au cinéma de Tavernier, et qu'on revoit les films et qu'on lit aussi des interviews ici et là, eh bien c'est quelque chose effectivement qui était important, qui était une évidence pour Tavernier. Avant de vous poser la question, c'est la question que je voulais vous poser sur la réceptivité du film par rapport à la critique, ce qu'on lui a reproché. Ça a été très violent, ça je me souviens très très bien de la violence de la critique sur ce film. En fait, on est toujours dans la même ligne conductrice du questionnement, de l'utilisation du cinéma pour parler de la société chez Tavernier. Et là, pour le coup, on va parler des conditions de travail dans la police. Comment ça se passe, quelle est leur réalité, et puis il va inventer un personnage extraordinaire qui est un peu le personnage principal du film, qui est flic, mais qui a aussi un loisir, c'est que les week-ends, il est caméraman et il filme des mariages. Je trouve que cette idée de scénario, elle est juste énorme, et je trouve que c'est une idée qui permet l'aération du film. Jusqu'à aujourd'hui, je trouve fabuleuse cette idée. Voilà. Et puis après, on parlera de la violence critique, parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez d'L627 aujourd'hui? Je trouve que c'est vrai. Enfin, c'est un film moi, qui est sujet à discussion, hein, effectivement. Moi-même, j'avais envie de travailler à un moment. J'aurais dû faire une recherche là-dessus sur la réception de ce film, et puis voilà, pour des différentes circonstances, j'ai pas réussi encore à la faire. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien étudier, en fait, les discours que le film a suscité. Moi, on va y revenir. Je le trouve intéressant, ce film. Il a certaines limites, là aussi, on peut y revenir. Mais dans son parti pris, c'est un film qui évite les clichés du film policier, qui va assez loin dans le brouillage des frontières entre la fiction et le documentaire. Plus loin que, voilà, j'ai envie de dire, presque, voilà. Enfin, je vois pas de film, en fait, qui allait aussi loin dans cette démarche-là, dans l'idée d'un tournage en décor réel, dans des lieux parfois insalubres. Comme vous l'avez dit, on a l'impression, en fait, d'être dans les sous-marins, comme on les appelait, ou dans les baraques aussi, enfin, dans les espèces d'endroits insalubres, en fait, où les flics font leur travail. Il y a une dimension comme ça brute, hein, presque de reportage, avec des plans caméra à l'épaule, bien avant voilà, des séries comme The Shield, etc. Là, on est vraiment dedans, quoi. Et donc là aussi, je trouve qu'on a un film qui est un peu en avance sur son temps dans la manière de procéder. Et ça représente un peu une tentative, voilà, d'expression assez unique, en fait, hein, dans un cinéma qui a souvent alterné entre fiction et documentaire, et là qui va essayer d'entreprendre de mêler les deux. Et puis, il y a la polémique, effectivement, qu'a suscité ce film. Alors, sans trop, comment dire, en essayant de la restituer, mais simplement parce que c'est une polémique qui est complexe. Il y a plusieurs polémiques, en fait, hein, qu'a suscité le film. Une première avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, je crois que s'appelait Paul Quilles, sauf erreur, qui a accusé Tavernier voilà, de montrer des choses qui n'existaient pas. De dire mais non, c'est pas vrai que la police travaille dans ces conditions-là. Donc là-dessus, je pense que on a beaucoup d'éléments aujourd'hui pour plutôt donner raison à Tavernier dans le portrait qu'il a pu faire du travail des policiers, qui d'ailleurs tous les syndicats de policiers à l'époque ont remercié Tavernier en fait d'avoir été
été un des premiers, si ce n'est le premier, à enfin montrer à l'écran ce que c'était vraiment que le travail de policier et que c'était tout à fait différent de la dramaturgie hollywoodienne policière classique, avec voilà, des coups de feu, des explosions, etc. Et que, en fait, voilà, ce travail, la plupart du temps, bah, c'était des choses comme voilà, de l'ennui, de l'attente, des petits arrangements avec sa conscience aussi, quand on doit travailler avec tel ou tel indice, etc. Et c'était aussi, effectivement, vous l'avez souligné, des petits détails comme ça, voilà, ces flics qui leur donnent une touche, en fait, qui fait vrai, c'est voilà, leur caractérisation, c'est le fait que voilà, ils puissent aussi avoir un hobby comme celui d'aller filmer des mariages, etc. C'est ce qui donne un côté vrai, en fait, au film. Et je pense qu'effectivement, il a une certaine portée documentaire et qu'encore aujourd'hui, hein, c'est un film qu'on peut utiliser pour réfléchir à ce que c'était que la police au début des années 90. Donc, je n'entre pas dans les détails sur la première polémique avec Paul Kiles, mais pour parler davantage de la seconde, en fait, il y a eu une série d'articles critiques, en particulier dans le Nouvel Observateur, qui s'intitulait, je crois, L627 est-il un film raciste? Quelque chose comme ça. Eh ben, c'est très bien. C'est très bien, la question, elle est posée. Il accusait, en fait, effectivement, le film d'être raciste, donc au prétexte qu'il montrait essentiellement des délinquants ou des criminels noirs, racisés ou d'origine maghrébine, quoi. Voilà. Donc, cette polémique, Tavernier, j'ai le sentiment qu'il ne s'y est pas vraiment confronté directement. Quand on lit, il a écrit un livre autour du tournage et de la réception, enfin, un journal de bord, en fait, du tournage de L627, où il raconte énormément de choses, et c'est jour après jour, hein, donc il y a vraiment les dates qui sont posées, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, etc. Et quand on arrive au moment où il y a cette polémique, là, il passe vraiment d'une journée à une semaine après, sans finalement du tout l'évoquer. Il l'évoque en une phrase, que le film a eu que quelques critiques ont eu la bêtise de l'accuser de racisme. Et je regrette un peu, en fait, je pense qu'il avait voilà, l'intelligence de s'expliquer sur ce sujet et de le prendre au sérieux. Surtout que c'est quand même un cinéaste qui est super attentif aux questions de représentation. On a évoqué ça à propos de la guerre sans nom, hein. Le respect de la personne humaine, l'absence de manipulation, etc. Donc c'est quand même qui se pose sans cesse des questions éthiques comme ça, en fait. Et là, je pense qu'il n'a pas du tout apprécié, il a dû prendre très mal, à mon avis, le fait qu'on l'a amené sur le terrain éthique, en fait, sans peut-être qu'il l'ait anticipé, ou en tout cas sans qu'il ait d'autres réponses à faire que celles qu'il a pu faire, qui est « mais je montre la réalité ». Quand on lui disait « mais voilà, mais vous montrez que des criminels noirs, maghrébins, etc. », il disait « mais parce que c'est la réalité ». Et il n'est jamais, à ma connaissance, elle est beaucoup plus loin dans l'argumentation. Et à mon avis, ce qui pose problème au film, ce qui serait à discuter aujourd'hui, c'est pas tellement cela, puisque bon, le film se déroule dans des quartiers du 18e arrondissement qui sont fortement peuplés par une population d'origine immigrée ou par une population racisée, et qui connaît aussi une délinquance dans laquelle on peut retrouver sans doute un grand pourcentage de cette population-là. Mais c'est pas tellement ça, à mon avis, qui est forcément problématique, c'est plutôt la manière de représenter. Et c'est peut-être là les questions de représentation, finalement, qui seraient à discuter ou qui peuvent être problématiques dans ce film. En particulier, le choix, qui est un choix qui se voulait éthique, de rester dans le point de vue des policiers. C'est vrai que Tavernier a toujours évité de prétendre avoir un regard surplombant qui maîtrise les tenants et les aboutissants d'une situation. Il a toujours évité cela. On le retrouve dans La guerre sans nom, hein. Il n'est pas allé filmer du côté algérien, parce que il disait, voilà, je ne prétends pas faire un film qui embrasse la totalité du problème algérien, comme on l'a longtemps appelé. J'ai pas cette prétention-là, je suis pas algérien et je prétends pas savoir ce que c'est que de dépeindre, je suis pas en situation de dépeindre le point de vue du peuple algérien ou du FLN, ou etc.
Et donc, moi, je vous propose un point de vue, ou plus exactement une somme de points de vue qui sont très diversifiés, hein, par ailleurs, quand on regarde La Gare sans nom, entre ceux qui assument, ceux qui ne voulaient pas y aller, ou ceux qui voilà, vivent avec une forme de culpabilité qui est indicible presque, enfin bref. Et on a un peu un problème similaire avec L627, enfin une démarche similaire à la base, mais qui a causé ce problème-là, puisque Tavernier a posé comme choix de rester du côté des policiers, de ne jamais en dévier, et donc effectivement de ne pas aller chercher du côté de l'expérience des petits délinquants qui sont montrés dans le film, ou plus globalement de la population racisée qui vit dans des conditions insalubres, qui connaît des difficultés de toutes sortes, d'ordre économique, qui n'a pas assez accès à certaines ressources, et qui peut-être, cela peut expliquer le passage vers la délinquance de certaines personnes telles qu'elles sont représentées dans le film, mais en tout cas, ce n'est pas un problème qu'il a voulu explorer. Pour lui, le choix éthique à faire, c'était de rester d'un seul côté, en fait, d'explorer finalement une vision à travers le point de vue limité qu'ont les personnages. C'est toujours un peu le même problème qu'on retrouvait aussi dans les films historiques. Je disais tout à l'heure, quand il fait un film historique, il épouse le point de vue de personnages qui ont une vision limitée de la réalité et de l'environnement historique dans lequel ils baignent. Et Tavernier prétend pas en savoir plus qu'eux. En tout cas, c'est la posture, enfin, l'ancrage qu'il va vouloir donner. Et c'est vrai que ce qui peut poser problème dans ce film, eh bien, c'est que du coup, on reste un peu enfermé dans ce point de vue-là, et on n'a pas accès finalement à certaines données qui pourraient peut-être nous permettre de comprendre ce qui construit aussi la réalité sociale qui est représentée à l'écran. Le risque aussi, c'est de priver d'individualité finalement les délinquants noirs issus de l'immigration, et de les représenter un peu comme une généralité. Une masse un peu indifférenciée, ou une généralité. Ça, je pense que c'est un reproche qui est tout à fait entendable. Enfin, en tout cas, c'est des limites peut-être du éthique, là pour le coup, du film de Tavernier. Et il y a aussi, moi, des choses qui me dérangent par rapport aux certains choix de représentation. Je pense en particulier à une séquence. Moi aussi, j'ai revu le film au cinéma. J'avais participé à une rétrospective Tavernier de plusieurs films il y a 3-4 ans à Montargis. Assez intéressant d'ailleurs, auprès d'un public assez âgé en majorité. Donc ils avaient d'ailleurs un point de vue assez intéressant sur un film comme L'Horloger de Saint-Paul. Ils me disaient c'est du documentaire pour nous, parce que ça nous ramène à la France de 68. Bref. Et par contre, dans ce film, quand la projection de L127, j'ai eu un certain malaise à plusieurs séquences, et je pense qu'il était partagé dans la salle. Et notamment une séquence où, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on suit les deux flics, le tandem de flics qui se rend chez une femme noire. Je sais ce que vous allez dire. Je ne me souviens plus très bien, mais peut-être leur sert d'indique ou leur donne des infos, etc. Exactement. Et en fait, sa fille est en train de se prostituer dans la pièce d'à côté, donc on l'entend au niveau de l'ambiance sonore. On voit qu'un des deux personnages est un peu interloqué ou jette des coups d'œil dans sa direction, mais la caméra ne va pas nous partager ce regard-là. Elle reste avec finalement les deux flics. Et puis à un moment, cette jeune femme émerge complètement nue. Et là, on a une caméra qui suit son corps, je trouve, quand même de manière assez voyeuriste, assez déplacée, d'autant que ensuite, l'un des deux flics dit à l'autre, si tu veux, vas-y. Et en gros, la mère les encourage à poursuivre vers cet acte de prostitution avec sa fille. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est ça qu'on peut reprocher peut-être à Tavernier. C'est pas simplement de montrer une réalité, mais c'est la manière de la montrer. Et peut-être que c'est vrai pour un cinéaste pour qui les questions éthiques en fait sont fondamentales. Et on peut lui reconnaître cela par rapport à l'ensemble de son œuvre. Là, il y a un problème peut-être qu'il n'a pas traité de manière suffisamment approfondie.
auxquelles il ne s'est pas confronté, que ce soit totalement, que ce soit au moment de la réalisation du film, au moment de faire les choix esthétiques, ou au moment après de la réception, dans son refus de discuter cette polémique. Et voilà, à la fois, je pense que c'est difficile de prétendre que Tavernier est quelqu'un de raciste. Hein. Je pense que son non, mais la question ne se pose pas. Je veux dire, son œuvre est là pour le démontrer. Ou ça, oui, oui, oui. Pas besoin de se poser mais la question là-dessus. c'est vrai qu'il y a des implications dans ce film qui, au-delà de ce qui est sa personnalité ou sa sensibilité, peuvent poser problème en matière de représentation. Là, je suis d'accord. Moi, je pense qu'un film comme 1627 qui me pose problème aussi, je vous le cache pas, mais je crois que vous l'aviez deviné. Je pense qu'un film comme cela, il serait intéressant, mais vraiment très intéressant de le montrer à des lycéens d'aujourd'hui pour voir comment comment ils vont réceptionner ce film qui date donc de 92. Ça serait intéressant d'avoir leur avis, leur réflexion. La question de se poser, est-ce que Tavernier est raciste? Non. D'ailleurs, je pense qu'il faut même pas la poser parce que ça serait ridicule. Mais c'est vrai que dans ce film-là, peut-être. Alors après, moi, ce que je me disais, c'est qu'il y a un moment, Tavernier, comment dire, c'est un peu ce qui est arrivé à Marcel Carné. Quand Marcel Carné filme sa génération dans Le Jour se lève, il la connaît, sa génération, il vit avec, il la filme et ça donne finalement avec le recul, des moments comme ça très documentaires et c'est passionnant de voir un peu cette jeunesse de l'entre-deux-guerres. Après, je pense que Tavernier est arrivé à un certain stade, peut-être où il avait du mal peut-être à regarder des gens qui étaient peut-être pas forcément issus de la même génération que lui, même s'il y avait son fils qui l'aidait aussi, parce que je me souviens d'un documentaire qu'ils avaient fait ensemble, qui s'appelait, je crois, c'était une histoire de périphérie où il parlait comme ça de. Voilà, c'est ça, où ça parlait un peu de cette nouvelle génération qui était autour de la périphérie. Donc, Tavernier, père et fils, le père avait quand même envie de voir un peu, de comprendre les changements, les nouvelles générations et tout ça. Je crois qu'il y a eu un moment, peut-être, je pense, et puis quand on regarde aussi sa filmographie, on voit que vers la fin de sa vie, les sujets qu'il décide de filmer sont autres. Et c'est peut-être le même reproche que je pourrais lui faire de manière distante sur L'Appât. L'Appât, c'est un film qui reste fondamentalement intéressant pour plein de raisons, mais cette manière qu'il a de regarder cette jeunesse et aussi de comprendre pourquoi cette jeunesse ne fonctionne pas du tout par rapport à plein de choses autour, la starification grandiose, le pouvoir des images, plein de choses comme ça. Là, c'est vrai que je me dis qu'il y a le syndrome Carné qui fait que lorsque Carné filme les tricheurs, je crois, dans les années 60, il n'est plus en phase avec cette génération qu'il ne comprend pas et il essaye de la filmer, mais en même temps, il prend pas le temps réellement de la regarder. Regarder, ça veut dire comprendre un peu ce qu'il y en est, comme vous l'avez dit, à savoir comprendre leur histoire, d'où ils viennent. Et c'est vrai que tous les personnages dans les 627 qui sont issus comme on a appelé, de l'immigration, quand on les voit arriver dans le plan, en fait, on n'a pas l'impression qu'ils ont eu une histoire avant. Et ça, je crois que mais c'est pas évident. J'imagine que ça va être au niveau de la scène du scénario, c'est pas si évident que ça. Mais c'est vrai que les 627 est un film qui est très, moi me concernant, pour le coup, c'est un film qui est très paradoxal parce qu'il m'intéresse énormément et à chaque fois que je le vois, je lui retrouve encore des moments extrêmement gênants comme celui que vous avez évoqué, que je me souviens très très bien. Et c'est vrai que c'est Philippe Torton et Didier Bezas, d'ailleurs, pour la petite histoire, le regretté Didier Bezas. Si on peut passer à l'autre film, ou peut-être que vous aviez envie de rajouter quelque chose sur les 627, ou je pense que vous avez suffisamment fait le tour. Non, c'est vrai que j'invite les gens qui nous écoutent à voir ce film, à se faire leur opinion. Et finalement, c'est aussi intéressant et de voir de méditer là-dessus et de réfléchir à ces questions de représentation-là et de voir que même un cinéaste qui effectivement se pose des questions éthiques sans arrêt, a pu passer à côté peut-être de certaines. Et je suis assez d'accord avec votre hypothèse. En tout cas, c'est vrai que Tavernier, quand il maîtrise bien un sujet, quand il s'est immergé dedans, etc., il va réussir à vous en montrer la complexité. Ça, on le voit très bien dans Le Juge et l'Assassin, par exemple. Mais là, peut-être effectivement, il y a quelque chose de cette réalité-là qui lui est échappé. Je ne sais pas si c'est d'un point de vue de classe, si c'est d'un point de vue d'ethnicité, si c'est d'un point de vue générationnel, ou peut-être les trois à la fois. Il y a quelque chose qu'il n'a pas réussi à capter. Mais je suis d'accord aussi, il s'est rattrapé, je pense, avec de l'autre côté du périph', qui est vraiment un documentaire exceptionnel et
qui voilà, rend hommage aux habitants d'une cité de Montreuil, donc la cité des grands péchés, qui avait été injustement stigmatisée par le ministre Éric Raoult, je crois, à l'époque, qui avait voilà, dit à Tavernier, mais plutôt que de me donner des leçons, allez voir ce qui se passe du côté de la cité des grands péchés pour voir les conditions de vie difficiles d'une partie de la population. Et Tavernier y était allé, avait planté sa caméra et avait rencontré les habitants. Et effectivement, là, avait pris le temps de se familiariser avec leurs problèmes, de les découvrir, et il pensait faire un petit reportage pour Envoyé spécial de 20 minutes. Et en fait, il a réalisé un film extrêmement émouvant, qui est très sensible, là, pour le coup, dans le portrait qu'il va faire de ces personnes. Et à tel point que j'habite à Montreuil, et dans le journal local, qui s'appelle Le Montreuillois, figurez-vous, à la mort de Tavernier, donc il y a eu des éloges extrêmement touchants des habitants du quartier qui ont dit, voilà, ce film, Bertrand Tavernier, on ne l'oubliera jamais, c'est le seul qui nous a montré, qui nous a représenté, qui nous a écoutés de manière digne. En 96, il réalise Capitaine Conan, et là je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens surtout, ça va vous faire rire, de la cérémonie des Césars, parce que je crois que c'était la première fois qu'il recevait le César du meilleur réalisateur. Et je crois qu'il c'était même en duo avec Patrice Lecomte. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression que Capitaine Conan, ça l'a peut-être vraiment installé dans le milieu de la profession, une reconnaissance extrêmement publique, internationale, tout cela. Et puis le film, quand on le revoit aujourd'hui, en plus c'est un film qui est un film de guerre, donc dans le genre film de guerre, mais c'est autre chose aussi, ça va beaucoup plus loin. Et c'est un film qui parle surtout comment dire, d'un moment comme ça, de la fin de la Première Guerre mondiale, qui est pas très connu, qui est tiré d'un roman de Roger Vercel, qui est un roman homonyme qui s'appelle Capitaine Conan, et dans lequel joue aussi Philippe Torton, qui joue le rôle donc du Capitaine Conan, qui est découvert avec ce film, même si on l'avait vu dans L627, et on l'a vu aussi un petit peu avant dans La Paille, jouait le rôle du flic qui interroge Marie Gillin à la fin. Et c'est un film assez remarquable, qui emprunte comme ça au cinéma américain des années 30, les films de Borzage, les films de guerre comme ça de cette époque-là. Mais il y a quelque chose, bien sûr qu'il y a toujours ce style de Tavernier. Et avec le recul, je trouve que c'est l'un des rares films de Tavernier, pour le coup, moi me concernant, qui continue encore d'avoir une sacrée résonance avec l'actualité, qui n'a pas vieilli du tout. Je trouve même qu'il embellit de plus en plus. Et puis il y a un travail sur la photographie qui est particulière, qui là pour le coup emprunte à cette époque-là de cette Première Guerre mondiale. Il y a quelque chose dans ce film, là aussi, j'ai l'impression que c'est un film qui, comme avec Un dimanche à la campagne, il y a quelque chose dans ce film qui est très fragile en même temps, et qui est très fort, et qui aurait pu ne pas se faire avant, mais qui s'est fait à ce moment-là, et il y a des choses comme ça qui, pour moi, sont difficiles à expliquer, mais je trouve c'est un film espèce de grâce comme ça, avec le Capitaine Conan. Il y a quelque chose. Puis là encore, s'il faut, dans cette période-là, c'est de comprendre pourquoi les acteurs chez Tavernier sont à l'aise. Capitaine Conan, c'est une galerie de personnages incroyables, puis aussi qui critiquent énormément l'armée de cette époque. Et puis les acteurs qui jouent dans ce film sont assez fascinants. Il y a quelque chose de ce film qui le rend, jusqu'à aujourd'hui, me concernant, assez intemporel. Qu'est-ce que vous en pensez de Capitaine Conan, qui a maintenant plus de 25 ans? Moi, je trouve très important, effectivement, les deux films que Tavernier a réalisés sur la Première Guerre mondiale. Il y a La vie, rien d'autre, qui est très important. J'en dis juste un mot parce que c'est avant de parler de Conan, parce que c'est un film donc avec Noiret qui lui a valu vraiment les éloges des historiens spécialistes de la Première Guerre, qui ont été extrêmement touchés par le fait que Tavernier se saisisse d'une question qui avait été finalement peu traitée par l'historiographie de la Première Guerre mondiale, et le poids de la mort sur les vivants, en fait, et l'incapacité de la société française à pleinement faire le deuil de cette guerre, la manière dont elle a pu la changer de fond en comble, et à travers ce portrait de Philippe Noiret, qui part à la recherche finalement des morts disparus de la Première Guerre, on a quelque chose qui a anticipé un peu les progrès de l'historiographie, et ensuite s'est dirigé un peu dans cette direction-là.
Donc, avec une idée qui est assez neuve, hein, quand même, de montrer que voilà, le monde dans lequel on vit, c'est le produit de cette guerre et de tous les morts, finalement, dont la disparition pèse encore sur les vivants et sur leurs proches, etc. Donc ça lui a valu la reconnaissance de pas mal d'historiens. Par contre, Conan est un film qui a été plus débattu, en tout cas parmi la communauté historienne. On a pu saluer le fait qu'il montrait une guerre qui avait été peu montrée auparavant. Donc, c'est la guerre qui se déroule vraiment dans les tranchées, dans les corps francs, en particulier donc sur le front des Balkans, où la guerre a été plus violente, moins une guerre matérielle en fait, que vraiment une guerre fondée sur la violence faite au corps par d'autres corps, une violence donc qui est filmée vraiment de manière très rapprochée par Tavernier. Et ça, c'est quelque chose aussi qui avait été, alors c'est pas le premier à le représenter, hein, Tavernier, mais qui avait été rarement montré jusque-là. Qu'est-ce que la guerre en fait fait à ceux qui la font? C'est pour ça que c'est pas tellement un film sur la guerre, hein, c'est vraiment un film sur, là encore, sur des personnages et sur les corps qui sont engagés dans la guerre, quoi. Oui, je vous suis tout à fait. Alors la prestation de Philippe Torreton. Alors juste avant. Par contre, ce que certains historiens ont reproché au film, c'est de ne pas inscrire cette violence globalement dans toute la violence du siècle. Enfin, ils estimaient que voilà, c'était trop déconnecté finalement de ce que faisait d'habitude Tavernier, justement, qui était l'exemple du juge et de l'assassin, de montrer que la violence de l'assassin est reflétée, ou la violence du juge, plus largement, celle de toute une société. Et certains historiens, en tout cas, je crois Annette Becker notamment, ont trouvé que il y avait quelque chose qui n'avait pas été réussi de ce point de vue-là. En tout cas, ça a suscité plus de débats. Et puis certaines libertés prises avec les événements aussi par Tavernier. Bon, après, ça c'est quelque chose d'assumé, le fait de ne pas renoncer à l'imaginaire tout en essayant de restituer une certaine vérité historique, mais d'assumer aussi le fait que le cinéma, c'est de la dramaturgie, c'est de l'imaginaire, et c'est la rencontre des deux qui permet de comprendre peut-être à travers les moyens du cinéma ce qui a pu se passer à une époque, et en particulier sur le plan de la violence physique, la violence du corps à corps dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Donc moi, je trouve assez étonnant ce parti pris. C'est vrai que j'ai revu le film là, très récemment pour préparer notre entretien, et j'ai été assez frappé par la prestation de Philippe Torreton notamment. Il y a vraiment plusieurs séquences, notamment vers la fin, à un moment, il s'engage dans une sorte de marécage en disant je vais vous fumer charogne, ou je sais plus, crever charogne, ou je sais plus, vraiment, où on sent un peu toute la rage en fait, et en même temps l'aliénation en fait du personnage qui est empreint de valeurs comme ça, d'héroïsme. C'est quelqu'un qui se définit comme vraiment un combattant plus qu'un soldat, hein, dans Conan, dans ce film. Et Tavernier, en fait, nous montre de manière assez subtile ce que ça fait, ce mythe du héros brutal, qui se veut invincible, etc. Ce que ça fait aux personnes concernées, en fait. Le film, en fait, se termine vraiment par une dizaine de minutes qui nous montre Conan après la guerre. Mais en fait, tout le message du film, il est porté dans ces 10 minutes, je trouve, qui nous montre un homme détruit, qui a été complètement détruit par l'institution, qui l'a poussé à se comporter de manière inhumaine. Et ce que je trouve étonnant, c'est cet équilibre-là, quoi. D'avoir fait un film qui porte moins sur la guerre que sur les conséquences de la guerre, alors même que pendant 2 heures, le film nous montre la guerre. Il y a juste 10 minutes où on est après la guerre, et pourtant, c'est ça qu'on retient du film, je trouve, c'est les conséquences de la guerre, et le visage de Torreton, aussi bouffi par l'alcool à la fin, et complètement détruit en fait par ce qui lui est arrivé, un petit peu comme certains témoignages, certains anciens appelés de la guerre d'Algérie dans La guerre sans nom, hein. Il y a des témoignages qui vont un peu dans ce sens-là, hein. Quelqu'un notamment qui a perdu sa jambe et qui dit voilà, regardez, moi je n'existe plus en fait, mon corps est là, enfin une partie, mais dans ma tête c'est fini en fait, et ça fait 40 ans que ça dure et que j'attends de mourir en fait. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça
je trouve, relie en fait les différents pans de la filmo. Et Fait de Conan, ouais, je suis d'accord, un film vraiment ouais, qui marque un peu une date, ouais, dans son cinéma. On va bientôt terminer cette conversation. On est à plus de 2h07. On avait prévu 2 heures. On est très en retard. J'en suis vraiment désolé, Thomas. Mais c'est tellement passionnant que parfois je permets quelques digressions. Je me permets de mettre dans une même catégorie, vous serez certainement en contradiction avec ce que je vais vous dire, mais parlons-en. De mettre Laissez-passer dans La brume électrique et peut-être Le voyage aussi à travers le cinéma français dans une même catégorie qui est de prendre comme base pour pouvoir faire le ou les films quelque chose qui soit lié à l'histoire du cinéma. Donc Laissez-passer, ça parle du cinéma français sous l'occupation et d'ailleurs c'est une fiction qui suit des personnages qui ont existé, dont Jean Devèvre, le cinéaste Jean Devèvre, joué par Laurent Gamblin, et Jean Orange, joué par Denis Podalides, si je me trompe pas. Donc pendant la France sous l'occupation, le cinéma, qu'est-ce que c'est? C'était quoi de tourner? Je sais que c'était une question qui était essentielle pour Bertrand Tavernier. C'est quoi faire un film sous l'occupation? Comment ça s'est passé? Il y a dans La brume électrique qui se fait en Louisiane, si je me trompe pas, dans le sud des États-Unis. Donc il y a un rapport aussi avec le cinéma américain de l'époque. Il avait déjà fait quelque chose avec Robert Parrish au début des années 80, je crois, un documentaire qui parlait de cette période-là, mêlant le gospel, le blues, l'Amérique du Sud avec Faulkner, tout ça. Et puis il y a Le voyage qui est une espèce de film monstre de plus de 12 heures. Dans un premier temps, c'était un film qui avait été pour le cinéma, je crois, qui était à 2h30 ou 3 heures, je me souviens plus de la durée. Et ensuite pour la télé, c'était vraiment un film de 12 heures. Mais là, je recommande beaucoup plus le film monstre parce que c'est assez. Il y a comme ça un lien aussi très fort avec un retour à ce cinéma qui l'a regardé quand il était enfant et puis qui l'a suivi. Et je trouve que c'est pas des hommages au cinéma, mais plutôt un peu le système du rétroviseur, c'est-à-dire de voir un peu d'où l'on vient pour pouvoir avancer. Et je trouve ça assez incroyable avec ces trois films en question. Voilà, je résume assez grossièrement la chose, c'est vrai, mais parce qu'on est malheureusement pris par le temps. Ouais, bah, c'est une hypothèse intéressante, effectivement, ouais, de relier ces trois films malgré leurs différences. Le rétroviseur, ouais, cette image, elle est assez appropriée, je pense, effectivement, pour parler de ces films-là. Il y avait une phrase, on parlait tout à l'heure de René Tavernier, vous disiez que voilà, vous aviez découvert dans Le voyage un peu sa relation avec son père, etc. Moi, je vous le recommande. Alors malheureusement, il n'est pas édité en DVD, mais c'est un documentaire qui s'appelle Lyon, le regard intérieur, où Tavernier en fait fait le portrait de la ville de Lyon et de son père, et de son enfance aussi, quelque part, finalement, au même moment, qui est vraiment un documentaire magnifique. Et dans ce documentaire, il y a une phrase de René Tavernier qui évoque ses souvenirs et les relations qu'il a eues avec quantité d'artistes comme Aragon, Elsa Triolet, etc. Et il explique que ses anciens compagnons de route sont un peu des fantômes qui, je cite, ne sont pas morts parce qu'ils vivent en moi. Et je trouve que cette phrase, en fait, elle résume vraiment bien la sensibilité de Tavernier et particulièrement la manière dont elle s'est déployée dans ces trois films-là. Donc, dans La brume électrique, donc c'est des fantômes qui sont peut-être ceux du cinéma américain, mais qui ont aussi une existence concrète, puisque on se situe dans le sud de la Louisiane, dans une époque qui est post-ouragan Katrina. Donc, dans un film qui relie de manière très complexe, on n'a pas le temps de le détailler, mais les fantômes de la guerre de sécession, ceux de l'Amérique des années 60 et l'Amérique contemporaine. Pour le coup, avec ici une attention, je pense, très forte de Tavernier pour les conséquences qu'a eu Katrina sur la population noire en Louisiane, puisque ce motif revient finalement de différentes manières dans le film. C'est un film qui est porteur de cette mémoire-là, qui vise à explorer un petit peu quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'indicible, comme l'était la guerre d'Algérie. Sur Laissez-passer, c'est un film qui a été un peu accusé d'académisme. Bon, je me souviens notamment d'un article d'Antoine Debec, pas très flatteur à propos de ce film. Moi, je ne trouve pas qu'il soit académique. Je trouve qu'il y a une forme d'hommage, effectivement, au travail des réalisateurs, des professionnels du cinéma français, durant cette période difficile,
là aussi, sans volonté de donner des bons ou des mauvais points, hein, Tavernier, ce qui l'intéresse, c'est de montrer à quel point c'était compliqué, en fait, cette période, et de montrer des gens qui devaient composer avec le fait de devoir continuer à travailler le plus souvent, pour continuer à vivre, qui se posaient des questions, ou parfois ne se les posaient pas tout à fait, hein, sur est-ce que je dois résister, est-ce que je dois collaborer, est-ce qu'il y a des façons de faire aussi qui sont du domaine de l'entre-deux. Et tout le film repose, comme Conan reposait sur le contraste, hein, entre deux personnages très forts et très, très contrastés. On retrouve ce contraste dans Laissez-passer, évidemment, à travers Jean Devèvre, l'opposition entre le résistant et la figure de Jean Orange, qui, lui, ne va pas s'engager dans la résistance, mais va opposer une forme de résistance morale à l'ennemi, à travers en particulier donc, le film Douce, hein, qui est, vous avez cité Dernier atout tout à l'heure, mais je pense que le film fétiche de Tavernier, c'est vraiment Douce, de Claude Tonlara, en 1941, un film où un personnage, hein, à qui l'on souhaite la patience et la résignation, s'exprime, répond qu'au contraire, il faut souhaiter l'impatience et la révolte. On est en 1941, et c'est Jean Orange et Pierre Bost au scénario. Et ce sont deux personnages. Alors Pierre Bost, on le voit juste un tout petit moment dans la séquence, où justement une projection de Douce. Et sinon, c'est Jean Orange, effectivement, que l'on suit avec Denis Podalides. Mais voilà, deux attitudes différentes qui témoignent de la complexité de l'époque, vue à travers le point de vue de deux personnages qui ont traversé l'époque de manière différente. Et je trouve le film assez juste dans sa manière de montrer que les gens, à l'époque, composaient avec cette situation de différentes manières, parfois en s'engageant dans la collaboration, parfois en s'engageant dans la résistance, parfois en naviguant dans des espèces de positions un peu incertaines, mais qui pouvaient avoir leur cohérence de leur point de vue, en tout cas pour Jean Orange, qui est resté fidèle, voilà, à certaines valeurs de résistance morale ou politique à travers son activité cinématographique, et en essayant de tout faire pour refuser de travailler pour la Continentale, la société de production à capitaux allemands à l'époque, par exemple. Et enfin, peut-être un dernier mot donc, sur Voyage. Alors là, ça illustre bien aussi cette idée, hein, les fantômes qui ne sont pas morts puisqu'ils vivent en moi. Quand on voit le film, on voit bien que Tavernier est complètement hanté par cela. Et c'est vrai que c'est touchant de se dire qu'il a terminé son œuvre à travers ce film. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans Voyage, donc, c'est le fait qu'on est dans un dispositif donc, qui est inspiré un petit peu du voyage de Martin Scorsese dans le cinéma américain ou dans le cinéma italien. Et en même temps, c'est très différent. C'est très différent parce que c'est beaucoup plus personnel. Il y avait une dimension parfois autobiographique chez Scorsese, mais là, elle est bien accentuée. On voit Tavernier au départ, effectivement, dans ce paysage qui le relie à son enfance. Il parle, évidemment, il est plus âgé que Scorsese quand il a réalisé Voyage dans le cinéma américain en 1995. Du coup, il parle avec une voix qui est plus chargée d'émotions, plus chevrotante. Il y a des inserts sur sa peau, évidemment, qui est plus ridée. Il tremble un petit peu parfois. Donc, c'est extrêmement touchant de ce point de vue-là quand on le regarde, je trouve. Quand on voit Tavernier à l'image en train de parler de ces différents films. Et ça illustre aussi un peu la différence, je trouve, avec le modèle américain, qui est quand même plus normé dans Voyage à travers le cinéma américain, qui est un documentaire exceptionnel, je trouve. Il y a quand même une efficacité américaine à laquelle Tavernier renonce un peu pour valoriser une dimension un peu plus expérimentale, un peu plus libre, une promenade un peu plus libre, je trouve, dans le cinéma français. Et je trouve que ça illustre bien une des raisons pour lesquelles il aimait le cinéma français, justement, c'est cette liberté peut-être supplémentaire de ton, d'esprit, qui se retrouve souvent dans les dialogues par ailleurs, et dont il parle très bien à propos de plusieurs films de Becker, par exemple. Une forme de liberté qui se retrouve à la fois dans le cinéma classique français qu'il appréciait, et dans ce film lui-même qui se distingue quand même du Voyage de Scorsese. Et puis je pense qu'il y a aussi une autre différence, mais ça c'est vraiment, c'est vous qui allez peut-être me préciser la situation, mais j'ai l'impression qu'il sait qu'il ne fera plus jamais de film. Je sais pas. Alors que Scorsese a continué, enfin Scorsese était encore dans cette idée-là, mais j'ai l'impression que le film Voyage, je le trouve nettement supérieur à celui de Scorsese, pour plein de raisons, mais même si c'est deux choses fondamentalement différentes, mais je préfère celui de Tavernier, parce que
comme vous l'avez dit, il y a aussi des plans sur son corps vieillissant, sur lui. C'est un cinéphile vieillissant qui ne radote pas du tout, qui n'est pas dans la géographie, qui juste est en train de raconter sa propre vie à travers des films qu'il a regardés. Et je trouve ça juste extraordinairement émouvant. Et ça rejoint un peu aussi, ça rejoint aussi un peu certaines idées de mise en scène qu'il avait peut-être pu insuffler dans certains de ses films. Et je trouve que c'est un film extrême qui est à la première personne et qui en même temps nous tutoie. Et n'importe qui toute génération confondue, même des adolescents de 15 ans qui peut-être ne connaîtront aucun des noms cités par Tavernier à ce moment-là, à part peut-être 2 ou 3, et encore, je pense qu'on est quand même intéressé par cette histoire parce qu'en fait, c'est lui qui raconte cette histoire. C'est un carnet de voyage. Alors que chez Scorsese, on peut être parfois un peu... chez Scorsese, il y a plusieurs pistes de lecture cinéphiles comme vous et moi. Si on nous parle de Phil Karlsson, ça va nous intéresser parce que voilà, on sait qui est Phil Karlsson et on a envie de savoir quelle est la place de Phil Karlsson dans l'imaginaire de Scorsese. Mais un adolescent de 15 ans, je ne sais pas s'il voudra cela. Alors que chez Tavernier, il raconte une histoire et c'est son histoire, mais qui a la particularité d'être illustrée en images des autres. Et je trouve ça fascinant et très beau. Pour moi, c'est l'un de ses plus beaux films. Enfin, je le place vraiment dans sa filmographie et je trouve que c'est l'un de ses plus beaux films. Oui, je suis absolument d'accord. Mon seul regret, moi, c'est que, voilà, en tout cas, je veux pas que, voilà, il occulte les autres, en fait. Parce que c'est un film qui rend hommage au cinéma des autres et on l'a beaucoup salué dans la presse à l'époque en disant, voilà, Tavernier, conteur exceptionnel et grand cinéphile, et tout ça, c'est 1000 fois justifié. Mais voilà, il faut pas oublier que, en fait, c'est un film de Bertrand Tavernier et pas simplement un hommage au cinéaste qu'il appréciait ou au film qu'il appréciait. Et c'est un film, voilà, comme vous l'avez dit, qui prend une place dans son œuvre, en fait, qui est en cohérence avec le reste. Et est-ce qu'il savait que c'était son dernier? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il était très... voilà, il s'est engagé à corps perdu dans cette très longue série. Moi, j'avais eu un échange par mail avec lui il y a peut-être 2 ans, où je voulais lui demander de participer à un documentaire et il m'avait dit voilà, là je suis sur ma série et je fais rien d'autre. Et donc oui, sans doute il était complètement investi dans ce projet et ça se ressent et c'est aussi la raison pour laquelle c'est aussi passionnant de l'écouter. Ce que je sais, c'est qu'il avait commencé à écrire ses mémoires, paraît-il, mais voilà, malheureusement on n'aura jamais l'occasion de les lire, mais de ce point de vue-là, voilà, c'est le voyage qui va tenir ce rôle-là et bon, c'est aussi bien aussi d'avoir cela pour continuer un petit peu à penser à Tavernier et puis à l'avoir auprès de nous pour nous aider un peu à admirer la beauté de l'héritage du cinéma français qui mérite en fait qu'on le regarde d'un œil nouveau, je pense. Merci beaucoup Thomas de nous avoir donné de votre temps, plus de 2h20 pour parler de Bertrand Tavernier. Je vous en suis extrêmement et fidèlement reconnaissant et sachez que pour la petite confidence, mais je pense que vous l'avez peut-être deviné, ce n'est pas un cinéaste, je suis plus ou moins sensible à son cinéma, mais il était très important pour moi de discuter de ce cinéma-là avec vous. Tout simplement une conversation pour aussi comprendre peut-être certaines choses que je n'avais pas vues et voilà, c'est aussi ça Microciné. Vous en suis fidèlement reconnaissant d'avoir vraiment pris le temps de discuter avec moi, enfin de vous écouter surtout et parler de Tavernier. Ça fait plus de 2h20 et c'était juste génial. Merci beaucoup Thomas. En tout cas, sachez que pour celles et ceux qui ont été jusqu'au bout de cette vidéo, et je vous en remercie, vous pouvez le voir quand vous voulez, dans plusieurs morceaux, il n'y a pas de souci. Dans la page dédiée à cette vidéo, il y aura un lien qui renverra directement au site de Thomas et Thomas Pilar, avec bien évidemment un lien directement sur le livre qu'il a écrit sur Un dimanche à la campagne. Donc, il y aura toutes les informations possibles et inimaginables pour que vous puissiez continuer à dialoguer entre parenthèses avec Thomas Pilar, notre invité d'aujourd'hui pour parler de Tavernier. Merci beaucoup. C'était avec plaisir. Agréable. Et voilà, j'ai été ravi de discuter avec vous de Tavernier et puis voilà, de lui rendre un petit hommage en fait aussi à travers cela. On l'a dit, on aurait dû finalement se dérouler avant qu'on apprenne son décès et puis voilà, maintenant c'est l'occasion aussi de le saluer et de lui souhaiter un bon voyage, quoi. Voilà. Comme on dit, repose en paix. Bonne journée à vous tous et à vous toutes et on se dit à très vite et c'est parti pour le générique. Merci Thomas Pilar, bonne journée à vous. Merci.
That's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and